Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la fin d'un mois de novembre qui aura été un mois encore très positif pour les actifs risqués et notamment pour les actions européennes. Au total, 2 mois de rallye complet pour les indices actions en Europe. Et maintenant, c'est bien sûr la question qui se pose, alors que le rallye est en train de se mettre en pause, on va le dire comme ça, avec une petite séance de baisse aujourd'hui, de consolidation sur les actions européennes notamment, alors que les investisseurs se focalisent à nouveau sur la question sociale. En Chine, les émeutes se multiplient, les images qui sortent de Chine sont évidemment violentes et interpellent la communauté internationale et la communauté financière. On a vu une baisse des actions chinoises ce matin qui vient après un rebond quand même important. L'indice Hang Seng à Hong Kong a repris quasiment 20% depuis la fin du mois d'octobre. C'est donc un mouvement quand même assez puissant de ce point de vue-là. Néanmoins, la question du pacte social, évidemment, prend une dimension importante avec des restrictions sanitaires toujours en place et une population qui n'en peut plus, avec également, il faut le noter quand même, l'idée d'un chômage important dans des catégories de population jeunes notamment. Le taux de chômage chez les 18-25 ans en Chine atteint les 20% selon les estimations officielles et évidemment c'est quelque chose qui n'est pas tenable dans la durée pour le pouvoir politique de Pékin. Quelles sont les options possibles? Quels sont les impacts éventuels de la politique chinoise sur l'économie mondiale et sur les marchés globaux? Question que nous poserons là aussi à nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque lundi, le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visioconférence. Parmi les sujets qui feront l'actualité cette semaine, la rencontre prévue en milieu de semaine entre Emmanuel Macron et Joe Biden à la Maison-Blanche. La question du protectionnisme américain sera une question abordée à l'occasion de cet entretien. Nous en parlerons avec Pierre-Yves Dugas à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir avec Alix Nguyen, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Alix, une petite baisse, une séance de consolidation dira-t-on pour les indices européens et notamment pour le CAC qui entame donc la semaine dans le rouge. Oui, depuis ce matin, le marché dans son ensemble prend la mesure de la montée du risque chinois et de son impact sur la valeur des actifs et des grandes matières premières. Au fil du week-end, dans les grandes villes du pays, des manifestations se sont multipliées contre la stratégie zéro Covid imposée par le Parti communiste. À noter que certains manifestants sont allés jusqu'à critiquer devant la police le pouvoir local et parfois même jusqu'à demander la démission de Xi Jinping. Des slogans qui n'avaient plus été entendus publiquement en Chine depuis des décennies. La totalité des grandes places financières d'Asie ont clôturé dans le rouge. À Hong Kong, le Hang Seng s'est trouvé emporté par la chute des titres de Tencent, Alibaba ou encore JD.com. Selon les économistes de Nomura, 412 millions de personnes étaient touchées la semaine dernière par des mesures de confinement en Chine continentale contre 340 millions la semaine précédente. Conséquence de la situation en Chine, les secteurs les plus exposés à la Chine sont affectés en Europe et par exemple le secteur du luxe aujourd'hui est sous pression. Et même chose pour les secteurs cycliques comme l'automobile. Dans ce côté, le baril de Brent revient sur ses niveaux de la fin 2021 à un peu plus de $81. Total Energy recule, Valorec aussi. La quête de valeur refuge ravive en revanche l'intérêt pour les emprunts d'État. À noter qu'à New York, Apple recule. Le groupe pourrait accuser une baisse de production de près de 6 millions de ses iPhone Pro. La situation en Chine contraste avec le sentiment que la Fed pourrait réduire l'ampleur de ses prochaines hausses de taux. Les marchés surveilleront cette semaine le rapport sur l'emploi de novembre aux États-Unis, mais aussi la statistique des revenus et les dépenses des ménages américains, dont sa composante des dépenses de consommation personnelle.
personnel. Et puis la semaine n'aurait pas la même saveur, évidemment, s'il n'y avait pas d'intervention de banquiers centraux américains, par exemple. Plusieurs responsables de la Fed s'exprimeront cette semaine, dont le président Jérôme Powell, mercredi. Oui, et avant cela, Christine Lagarde s'est adressée ce lundi à la Commission des affaires politiques et monétaires du Parlement européen et elle a laissé toutes les options ouvertes quant à l'ampleur et au nombre des hausses de taux d'intérêt à venir. Dans le reste de l'actualité, enfin, on retient que selon Adobe Analytics, aux États-Unis, cette année, les ventes en ligne ont atteint un record de 9,12 milliards de dollars pour le Black Friday, soit une hausse de 2,3%. Celle du Cyber Monday, enfin, devrait dépasser les 11 milliards de dollars. Tendance, mon ami, chaque jour à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Pitous de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Vous êtes Senior Advisor ESG et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM. Le mois d'octobre et le mois de novembre auront été 2 mois de reprise assez vive des actifs risqués dans leur ensemble avec comme fait marquant les actions européennes qui ont été peut-être une des classes d'actifs qui a le mieux profité de ce rallye, de ce mode risk-on retrouvé pour les marchés. Florian, qu'est-ce qui est venu nourrir ces 2 mois de hausse, notamment pour les actions européennes, et quelles conclusions peut-on en tirer ? Plus précisément, est-ce que c'est un bear market rally comme les autres, comme ceux qu'on a pu vivre au cours de l'été ou après le déclenchement de la guerre en Ukraine au cours du premier trimestre, ou est-ce que cette fois l'histoire peut être différente ? Vaste question. Si les actifs européens ont bien profité, nous ce qu'on voit c'est que les catalystes sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire qu'il y a pour nous 3 grands catalystes qui peuvent expliquer ce qui est en train de se passer. Une modération de l'inflation américaine, pas une modération de l'inflation européenne. Ça, c'est un élément qui est très très important. On en parlera peut-être plus tard, lorsqu'on fera le point sur l'euro. C'est le premier élément. Ça fait 4 recul de l'inflation en glissement annuel, c'est-à-dire que c'est de moins en moins élevé. Donc on peut commencer à entrevoir qu'on est passé le pic de l'inflation, première information. Deuxième information, la conséquence naturelle, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine qui... on ne peut pas dire qu'elle se dédie de ce à quoi elle s'est engagée. Elle est simplement en train de constater que la médecine Fed est en train de fonctionner, l'inflation commence à donner des signes d'essoufflement, sans pour autant que l'économie elle-même donne des signes de souffrance. C'est probablement le moment de ralentir et d'entamer un cycle de hausse des taux normalisé, ce qu'on a déjà vu de par le passé. Le dernier élément, et ça c'est ce qui est commun par contre avec la situation en juillet cette année, c'est qu'on avait toujours un positionnement extrêmement pessimiste en ligne directe. Je parle de positionnement en cash, c'est-à-dire que à la fois les investisseurs retail, les investisseurs institutionnels, comme nous d'ailleurs, étions sous-exposés au marché risqué. Comme en juillet 2022, la différence, bien sûr, c'est qu'il y a eu prise du marché à contre-pied, et cette fois-ci pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que la peur de la Fed, c'est quand même ça qui a conduit le recul, et non pas ce qui s'est passé, la guerre en Europe comme facteur. C'est plutôt la peur de la Fed qui a dominé, pour nous en tout cas, ce qui s'est passé dans les marchés cette année. Elle a commencé à reculer, la Fed elle-même a changé progressivement, marginalement son discours. Aujourd'hui, on est dans une situation qui semble plus soutenable en termes de rallye des actifs. Et pourtant, on a vu que la première partie, pour nous en tout cas, de cette médecine de la Fed, ce qu'on juge mal pour le moment, c'est l'intensité, l'ampleur du ralentissement. Il n'est pas encore parmi nous, tant mieux. C'est un beau cadeau au pied du sapin pour les investisseurs et c'est ce qui pour nous explique la poursuite de ce rallye qui devrait nous accompagner probablement, caveat avec ce qui se passe en Chine aujourd'hui, qui devrait nous accompagner probablement jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il y a un peu de place encore pour que cet espoir se développe encore un peu plus dans les marchés. Disons que le rapport entre les gains potentiels et les pertes potentielles commence largement à se déformer. De là à imaginer qu'on puisse repasser un Noël comme en 2018, je pense que vous vous souvenez de votre Noël 2018, moi je m'en souviens, on en est assez loin pour le moment. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est les actions européennes qui ont le plus profité de ce schéma que vous décrivez, Florian ? C'est une bonne question. Il y a un effet change au milieu de tout ça. C'est quelque chose qui est assez difficile à cerner. Quand on y pense, les actions anglaises
sont positives depuis le début de l'année, pas négatives, positives depuis le début de l'année. Je pense que c'est quand même assez symptomatique que le problème n'est pas spécialement un problème qui est lié à la guerre en Ukraine ou à l'évolution des matières premières. C'est un problème de politique monétaire généralisée et avec marginalement avec les forces des taux de change au milieu qui va créer, disons, des niveaux, des performances qui vont être très différentes, très hétérogènes en tout cas. Voilà. Même au sein de la zone euro, on a des performances extrêmement hétérogènes de l'Allemagne, encore une fois, jusqu'à la France. Mais jusqu'au CAC, qui est un des meilleurs indices de l'année en Europe. Dividendes réinvestis, on est à moins de 5% de baisse quand même pour le CAC 40 depuis le 1er janvier. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence, Frédéric, ce rallye d'automne et la possibilité que le mouvement continue de se développer? Et même, encore une fois, on en a parlé toute la semaine dernière dans l'émission, mais de voir le CAC 40 total return à moins de 5% de baisse depuis le 1er janvier, partant de niveaux historiquement élevés, on ne partait pas à la cave en début d'année. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer au terme d'une année 2022 où on a traversé quand même des événements qui étaient faiblement probables au début de l'année. Ouais, alors c'est vrai, donc chiffre d'inflation, mais américain excellent. Ça, d'accord. Un peu moins personnellement optimiste là-dessus. On parle de 4 chiffres, mais vraiment quand on prend l'inflation sous-jacente, c'est vraiment le dernier chiffre. Un chiffre qui explique quand même une grosse partie du rallye. Donc se souvenir quand même que voilà, ça tient pour l'instant essentiellement pour nous à ce chiffre-là. Deux raisons encore supplémentaires pour la hausse. D'une part, la Banque d'Angleterre intervient au moment où le sterling et surtout les obligations britanniques crashent, ce qui veut dire ce qui rappelle au marché que même avant la lutte contre l'inflation, plus important encore, la stabilité financière. Et donc la Banque centrale d'Angleterre qui un jour nous disait je vais réduire mon bilan, quasiment le lendemain achète des obligations. Donc ça c'est un point important, ça s'est passé aussi en Europe. Et puis ça c'était le mois d'octobre, effectivement. Voilà. Le rallye en Europe a commené le 29 septembre, le point bas. Voilà, exactement. Au moment où on s'est dit finalement attention, on n'ira peut-être pas aussi loin que ce qu'on pourrait craindre. Les banques centrales sont encore nos chevaliers blancs en cas d'instabilité financière. Et puis en Europe, après je dirais une automne relativement estivale, on a un hiver printanier et donc toute cette prime de risque énergétique qu'on avait est quand même en train de disparaître. Donc on a bien travaillé sur le stockage, la plupart des stocks sont autour de 100%, mais surtout on pense que ces stocks vont peut-être nous permettre de passer l'hiver. Alors voilà, on va attendre Monsieur Météo toutes les semaines, mais pourrait nous laisser passer l'hiver sans avoir des coupures importantes ou des restrictions importantes. Et ça, quand même, c'était une prime de risque importante sur l'Europe qui a en grande partie disparu. Puis après, sur le CAC 40 en particulier, comme une grosse présence de Total, quand même. Donc l'énergie, comme vous le savez, a plutôt bien fonctionné. C'est 9% du poids de l'indice, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, c'est majeur. Voilà, c'est majeur. Et puis, voilà, des valeurs, certaines valeurs, notamment du luxe. Bon, alors ça, on va voir la suite avec la Chine, qui sont dans l'ensemble plutôt mieux tenus et qui expliquent que cet indice se tient plutôt pas trop mal. On a retiré une bonne dose de pessimisme à travers ce rallye. Est-ce qu'on est déjà en train d'acheter une histoire un peu trop rose à votre goût pour 2023 ou est-ce que à ces niveaux de marché, ces niveaux de valorisation également, est-ce qu'on est prêt quand même à affronter les difficultés qui s'annoncent et qui vont pas s'arrêter pour 2023 à notre goût, effectivement, le marché quand même commence à devenir un petit peu optimiste pour nous. D'accord. Alors, d'abord, on le voit dans les différentes mesures qu'on peut avoir de l'optimisme des investisseurs. On est passé d'une peur quasi extrême à quand même quand même un bel optimisme aujourd'hui. C'est pas extrême, mais les marchés sont quand même bien, les investisseurs sont quand même bien positionnés à la hausse. Tout ça quand même sur un chiffre d'inflation aujourd'hui qui est celui-là. Mais n'oublions pas que on a quand même un emploi qui est plutôt solide, des salaires qui montent et donc que l'inflation va avoir quand même un peu de mal à baisser. Alors c'est vrai que les indicateurs court terme de l'inflation sont plutôt bons, donc on pourra avoir encore un ou deux chiffres d'inflation de bons et tenir encore que le rallye tienne un petit peu. Mais attention quand même, on pourrait quand même être déçu là-dessus. Les banques centrales sont quand même aujourd'hui le doigt sur la gâchette. Jérôme Powell nous a dit à quel point il comprenait mal l'inflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais constater l'inflation, je vais arrêter d'essayer de l'anticiper et puis voilà. Et ils ont appris de la communication transitoire. Voilà, c'est ça. Christine Lagarde aujourd'hui devant le Parlement européen, elle dit l'inflation
se réduira ou va ralentir éventuellement. Voilà. Éventuellement. Donc voilà, on n'est pas dans une approche Volcker, mais je dirais qu'on est dans une approche un peu Jean-Claude Trichet, où si l'inflation monte, même si tous les indicateurs économiques sont en train de s'effondrer, souvenons-nous, 2007, on va quand même monter un petit peu nos taux. Donc attention quand même, pas trop d'optimisme de ce côté-là. Et puis surtout, les indicateurs avancés économiques sont quand même très médiocres. Alors, pour l'instant, ça se voit pas trop, un peu quand même. Dans les données réelles, ça tient pas mal parce que... On révise à la hausse, les chiffres de croissance en zone euro T3 sont révisés à la hausse. Oui, bien sûr. Oui, c'est dans le rétroviseur, c'est pas non plus il y a 10 ans. Regardons les nouvelles commandes sur des entrepreneurs, regardons le moral des consommateurs. Évidemment, c'est difficile de baisser sa consommation, on le sait bien, et puis on a une épargne accumulée récente qui nous permet de tenir. Mais combien de temps ça peut durer, c'est pas évident, et on voit quand même les entreprises, les nouvelles commandes qui sont en train de baisser. Donc voilà, pour nous, une récession en Europe est loin d'être écartée. Impossible. Oui. Elle est même plutôt probable. Et aux États-Unis, c'est l'épaisseur du trait. Donc il y a quand même à la fin la réalité économique, celle des profits, peut-être un peu tôt pour le marché, finalement la saison des profits, c'est très loin, mais attention quand même, je trouve qu'on est déjà rentré dans un territoire de cherté en fait. Bon. Alain, vos conclusions de ce rallye d'automne. Non mais qu'a été le rallye de l'Europe quand même C'est 20% et plus de rebond pour les indices européens. Quant aux États-Unis, le S&P déjà est parti un peu plus tard dans ce rebond et il a progressé de 10% plus, quoi. Voilà. Alors déjà, je suis assez en phase avec ce qui m'a été dit, donc je ne vais pas redire ça. Ce que je peux dire, c'est que les marchés, le truc qu'ils détestent le plus, c'est les incertitudes. Bon, ça on le sait tous. Et on sait tout ce qui va se passer. Donc déjà ça enlève, on sait, disons qu'on a une anticipation assez claire sur ce qui va se passer, une récession qui vient tranquillement se poser comme ça, et on sait aussi que les entreprises vont réagir particulièrement vite. Donc il y a ce phénomène un peu dans les esprits. Après souvent, et on a échangé régulièrement sur ce sujet-là, sur vous savez, le dernier sell-off, le dernier moment où ça balance tout un peu à n'importe quel prix. Alors on l'a eu par endroits. Pas tellement sur les actions, les large cap n'ont pas trop vu ça. Les actions américaines, le S&P a jamais craché, le CAC n'a jamais fait un dernier, vous savez, ce truc où le marché fait moins 8 la panique, la séance de panique. C'était une hémorragie continue, mais c'était pas une journée de panique. Sur les grandes valeurs, plus qu'une autre. Alors après, si on regarde par classe d'actifs, on a eu ce crash sur les obligations, on a eu ce crash sur des segments obligataires qui ont été quand même particulièrement massacrés. La dette émergente a quand même été sévèrement sanctionnée. Les small cap européennes ont quand même souffert et ils prennent pas encore aujourd'hui trop vite. Donc on a eu ce phénomène en fait qui a été un peu diffus et qui a été moins médiatisé. Et ce moment, ce crack, le dernier sell-off, en fait, on l'a eu pratiquement en Angleterre avec l'histoire dont on a parlé tout à l'heure sur la dette anglaise qui un jour a plus trouvé preneur quasiment. Quoi. Donc on a eu ce trou d'air et les banques centrales tout de suite sont intervenues et on a tout de suite vu un discours qui a commencé à un peu à lever le pied sur ça. Donc il y a aussi le phénomène évoqué tout à l'heure qui disait que on est tous arrivés en septembre avec des portefeuilles qui étaient quand même assez allégés, quoi. Et puis, il faut bien, quand le marché commence à repayer de tous les côtés, vous êtes investisseur, vous avez une course après le benchmark, c'est douloureux quoi, de rester trop sous-investi. Donc, un peu contraint et forcé, on y va, puis on finit par se trouver des arguments positifs pour y aller. Et on a eu cette séquence comme ça. Et puis après, il y a eu un autre élément. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène, c'est ces phénomènes d'entraînement qu'on voit à la baisse, puis là on l'a eu à la hausse. On a eu le dollar qui a quand même marqué un pic et qui s'est calmé. Et donc ce phénomène-là donne de l'air à plein de classes d'actifs et puis redonne aussi une perspective pour investir. C'est-à-dire que quand vous êtes coincé de tous les côtés avec un dollar qui est trop élevé, vous ne pouvez pas trop acheter de dette émergente, même le high yield est touché, vous trouvez des actions européennes qui sont touchées, vous avez plein d'actifs émergents qui sont touchés, plein d'actifs à risque qui sont touchés. Et puis ça tend des spreads de tous les côtés. Là, tout ça s'est un peu dégonflé. Alors après, ça peut donner l'idée d'un bear market rally. Et c'est vrai que depuis quelques jours, on arrive un peu à des niveaux où on se dit, bon, là, ça y est, c'est un peu on a refait l'excès de baisse qu'on a eu précédemment. L'excès de pessimisme a été et là, enlevé. maintenant, on va se retrouver. Et ce qui va être, et moi, ça fait un moment qu'on en parle avec des collègues, ce truc-là, c'est que
la pire situation pour beaucoup de sociétés de gestion qui ont des fonds multi-assets, et je vous plains sur cet aspect-là, encore que je n'ai pas en tête vos performances, mais beaucoup de sociétés de gestion se retrouvent, imaginez le CAC finit l'année à positif, ce qui est tout à fait possible aujourd'hui, on est à -5, donc bon, 5% dans le mois, allons-y, pourquoi pas. Je regardais, c'était vendredi, des fonds allocataires à -15, il y en a encore beaucoup. Mais bien sûr, hein, mais bien sûr. parce que, alors après, on oublie, hein, c'est-à-dire qu'ils ont des fonds, ils ont une partie action, mais ils ont aussi une partie obligataire. Et là, c'est -15, -20, la sanction. Et ça, on le sait tous aussi. C'est-à-dire un fonds action qui est à -8 par rapport à son benchmark, il peut se refaire. Je ne parle pas comme un gérant qui joue, mais il peut se refaire. Un fonds obligataire ou une strate obligataire à -2, -3, les risques qu'il faut prendre pour compenser ça sont généralement pas faciles à mettre en œuvre. Alors après, dans le temps, on peut y arriver, mais en prenant des risques sur les spreads de signature, en prenant des risques de high yield, etc. Et donc, les gérants, ils sont un peu obligés d'acheter des actions dans des circonstances comme ça, quoi. Et donc, voilà, on est dans cette situation-là. Après, ce qu'on évoquait sur la récession, on la voit vraiment arriver. C'est très pénalisant pour les États qui ont du mal à changer leur politique budgétaire, les aides qu'ils font. Enfin, on le voit bien en France, hein, c'est quand même extrêmement compliqué de réallouer, de réajuster. Par contre, les entreprises, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur la tech, c'est un peu caricatural, mais c'est maintenant qu'elles s'ajustent. Oui, c'est ça, elles s'ajustent. Je veux dire, voilà, elles disent il va y avoir une crise, bon, bah, on coupe, et puis à l'américaine, on fait ça, c'est le Far West, on réinvestira et on rembauchera les mêmes d'ailleurs dans 6 mois. On fait pas ça en Europe. Donc les entreprises, on fait pas ça. Les entreprises s'ajustent quand même beaucoup plus vite que les États. Donc, beaucoup d'investisseurs se disent bon, bah oui, on va avoir une crise, on va avoir un ralentissement en 2023. Est-ce que je vais vendre mes Stellantis aujourd'hui alors que peut-être qu'en 2024-2025 ça va repartir? Après tout ce qu'on a traversé cette année, et en termes de crise, et encore une fois des crises dont la probabilité était quand même pas si importante que ça, depuis même la période Covid. Est-ce qu'une récession, ça peut faire aussi peur que dans le passé, d'une certaine manière? Et puis en plus, on voit les chiffres des entreprises, ils ont réussi à tenir, quoi. Et puis, l'inquiétude qu'on peut avoir... Alors, par contre, je vais venir juste... Enfin, les inquiétudes qu'on peut avoir, c'est si les entreprises ont besoin de cash, besoin de s'endetter, ou ont des dettes déjà élevées. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Et puis, on l'évoquera aussi, je pense, tout à l'heure, c'est... faut pas d'accident. Parce que si vous annoncez quelque chose qui ne va pas, qui ne plaît pas au marché, là, la sanction, elle est terrible. Ça va très très vite. Les sanctions, c'est du -30, -40. On l'a vu sur certains segments tech, justement. Quand vous avez annoncé 6% de croissance du résultat, il ne faut pas annoncer 5,8, parce que là, la sanction est terrible. Donc, voilà, grosso modo, c'est la tendance générale, elle est quand même, on se dit bon, bah ça va tenir, on va enjamber tranquillement 2023. Il y a des pièges mais par contre, spécifiques. Les pièges peuvent faire très 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 mal. Voilà. En quelques mots. Encore une fois, dans l'idée de ce rebond, et Florian, vous le disiez tout à l'heure, il y a l'idée qu'il y a encore un chemin possible pour un scénario idéal. Alors dans le monde qu'on connaît, hein, évidemment, notamment pour l'économie américaine. C'est-à-dire une économie américaine qui atterrirait en douceur, autour de 0 en termes de croissance trimestrielle à un moment en 2023, et que pendant ce temps-là, l'inflation américaine aurait suffisamment décéléré, alors de quel niveau parle-t-on, pour permettre à la Fed d'être confiante dans l'idée que le travail a été fait. Ce chemin-là, il existe un peu, beaucoup, il faut s'en méfier. Alors c'est encore pire, c'est que c'est le consensus de marché. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde des anticipations globales des économistes, dans Bloomberg par exemple, la croissance 2023 aux États-Unis, elle est autour de 0. Donc pas vraiment de récession. Ou alors, les 2 derniers trimestres compensent complètement les 2 premiers trimestres. Il y a un affaissement de l'investissement, ça c'est certain, un affaissement de la consommation, mais pas au point d'arriver à dégénérer en récession. Le taux de chômage attendu, il devrait atteindre 4,7% aux États-Unis, donc s'élever marginalement, mais on reste en dessous du Nérou, là, ce fameux taux de chômage qui n'accélère plus l'inflation. Les marchés ne sont pas les seuls à penser ça, en fait. Quand on regarde également les anticipations de la Fed, les dernières prévisions de la Fed, c'est exactement ça, retour du chômage à 4,5% et normalisation de l'inflation autour de 4% l'an prochain. Ce qui serait suffisant pour dire le travail est fait. Oui.
Ça, globalement, enfin, le travail est fait. On a ramené gentiment l'inflation d'un niveau très élevé à un niveau bien plus acceptable socialement. Il n'y a pas eu d'expansion de chômage comme ça a été le cas à la fin des années 70, début des années 80. Enfin, il a fallu 2 récessions pour purger la dernière vague d'inflation. Et un changement, et des changements politiques énormes à la tête de l'Europe. Il faut quand même être assez clair là-dessus. Donc, ça, c'est le scénario cœur, quoi. Et du coup, évidemment, nous, on est plutôt risk-based, donc on est plutôt en train de réfléchir au prochain risque qui nous attend au coin de la rue. Il y a 2 risques. 2 risques et d'une ampleur croissante. Le premier risque, c'est finalement l'inflation, elle est un peu, voire beaucoup plus persistante que ce qu'on pensait. Les prix sont très visqueux. Il y a encore un peu d'inflation énergétique. La demande reste solide. Les salaires continuent de croître. Ce n'est pas une impossibilité. Ça veut dire quoi ? Pas nécessairement que la Fed va aller au-delà de 4,5-5%, mais qu'on va garder des taux élevés pour plus longtemps qu'on ne l'anticipe. Ça, c'est un élément qui pourrait se mettre en place. La barre pour une baisse de taux sera très élevée dans ce schéma-là. Oui. Ça, c'est le premier élément, mais c'est pas très très grave parce qu'on a déjà anticipé une grande part de ce risque et on sera aussi beaucoup moins surpris. Il y aura beaucoup moins d'incertitude face à ça. Le deuxième risque, évidemment, c'est que la médecine de la Fed et les conséquences qu'on en attend et que la décélération soit plus profonde que ça, qu'on ait réellement un crunch d'investissement, un ralentissement du crédit, un effondrement de la demande. On voit déjà quand même les demandes de prêts aux États-Unis qui sont en train de refluer, le marché immobilier qui commence à tirer un peu la tête. Donc quelque chose d'assez endogène qui se mettra en place, quoi. Une récession un peu endogène. Oui, une récession, une vraie récession. Qui est normalement le remède qui élimine l'inflation de l'économie. Donc, la Fed et la BCE marchent effectivement sur une ligne extrêmement fine et chaque pas de côté sera sanctionné durement par les marchés probablement ou alors générera des montées d'aversion au risque très puissantes. Voilà, ça ce sont les 2 risques qui pour nous vont plus ou moins former l'année 2023 devant nous. Si on arrive à les piloter correctement, les obligations sont incroyablement attractives, le crédit corporate l'est immensément, la dette émergente l'est fantastiquement et les equities, or peut-être la tech, qui aussi explique une partie du non-rebond. Oui, des Wall Street, des marchés actions. Il y a de la rotation sous-jacente. Et quand est-ce qu'on pourra trancher cette question ? Et très rapidement. Si le catalyseur du rallye précédent, c'était la saison des résultats, je pense qu'on va aller de saison des résultats en saison des résultats pour découvrir l'étendue des dommages. L'inflation en soi, nos collègues des equities nous le répètent tous les jours, c'est pas quelque chose de négatif pour les actions. Mais au bout d'un moment, quand on commence à perdre en pricing power, que les marges commencent à se réduire et que les ventes commencent elles-mêmes à se réduire, il y a un moment où on a toujours 4% et demi d'anticiper aux US croissance des résultats, des ventes, chiffre d'affaires. D'accord. Et les résultats, parce que les marges des entreprises ne sont pas anticipées à la baisse. Et c'est un petit peu ça qui nous étonne. Le ralentissement est quasiment acquis. Donc immobilier, nouvelles commandes, et puis consommation, perte de pouvoir d'achat. Et puis les banques aussi, qui prêtent encore aujourd'hui, mais qui nous disent très clairement dans les enquêtes qu'elles ne vont plus prêter. Elles ne se battent pas contre la Fed, les banques, les marchés éventuellement, mais pas les banques. Donc le ralentissement est acquis, et nous on se pose la question, comment est-ce que les entreprises peuvent garder des marges aussi élevées, qui sont déjà quand même plutôt sur un top historique, alors que par exemple les salaires qu'elles sont obligées de négocier sont basés sur l'inflation de l'année passée, et que cette inflation va baisser, n'est-ce pas, et qu'ils ne vont pas pouvoir répercuter cette hausse de salaire probablement sur leur prix. Ils vont être obligés d'emprunter des nouveaux taux, parce qu'il y a quand même des remboursements à faire. Il faut réemprunter sur des taux beaucoup plus élevés. Donc, pour nous, les anticipations bénéficiaires de l'ordre de 4% aussi pour l'année prochaine nous paraissent quand même élevées. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des... Le marché est fragile par rapport à ça. La valorisation du marché n'est pas suffisamment abaissée pour encaisser une baisse des marges. D'un côté, vous avez les multiples de valorisation qui sont liés à la Banque centrale américaine. Bon, jusque-là, je dirais, l'inflation baisse, il y a un calme sur les anticipations, on n'aura peut-être pas Volcker. Ça, c'est plutôt calme. Donc, les multiples ont remonté, il y a moins de peur de ce côté-là. Mais de l'autre côté de l'équation, il y a les profits. Et c'est là qu'on craint. Et surtout, les marges. Puisque maintenir des hausses de prix au moment où la demande faiblit fortement, ça va pas marcher. Donc, il va falloir des hausses de prix beaucoup moins fortes, alors que les salaires, eux, vont continuer de monter et que le coût de l'emprunt, etc., vont continuer de monter. Donc, les marges des entreprises vont être sous pression. Nous, on a le sentiment que c'est probablement déjà un petit peu en train de se passer.
dans 3 mois, à peu près un peu plus de 3 mois, on aura les résultats. Les marchés sont hauts, un peu optimistes. Voilà, nous on est déjà un peu vendeurs, hein, donc voilà. Mais la prudence, c'est pas loin d'être le moment peut-être pour ceux qui n'ont pas fait trop tôt de se mettre en position plus prudente. Ouais. Si on en vient à la Chine, Alain, entre risque social et risque sanitaire. Donc, soit la Chine met fin plus rapidement que prévu à sa politique zéro Covid, et c'est un risque sanitaire peut-être encore important en l'absence de vaccination efficace et suffisamment large. Soit la Chine durcit à nouveau les conditions de restriction sanitaire, et là, c'est peut-être un risque social qu'on n'a plus vu depuis, certains analystes l'écrivent, depuis Tiananmen 1989. Ouais, alors les Chinois qui sont des spécialistes du jeu de Go, là, ils doivent être servis parce que c'est extrêmement compliqué. Parce que les deux côtés sont angoissants pour l'économie mondiale. Même on comprend aujourd'hui la réaction des marchés, qui prend un peu le temps pour analyser tout ça, mais on voit quand même des segments, le luxe une fois de plus, l'énergie ça rebaisse. Les matières premières en général qui sont un peu sous pression. Moi, ça fait un moment que je ne vois pas comment ils vont s'en sortir de cette période-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques mois, ils avaient tapé sur les investissements immobiliers pour calmer le jeu, pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de dettes dans cette économie qui est très leveragée. Et aussi, c'est un vrai sujet. Comment ils font pour en remettre aujourd'hui ? Donc, ils avaient arrêté. Donc, on se retrouve avec un chômage élevé. Je ne parle même pas de sanitaire, parce que ça, c'est un truc très compliqué. Mais donc, ils avaient arrêté. Ça s'est effondré de tous les côtés. Il y a des problèmes de crédit. Enfin, c'est plus gros marché immobilier du monde. Oui, mais c'est hors de proportion. Est-ce que c'est hors de contrôle ? J'en sais rien. Donc ça a commencé à être vraiment très pénalisant. Donc ils ont lâché un peu de laisse, etc. Et ça s'était calmé. On voyait un petit peu de revenir on s'était dit, ils vont peut-être arriver à sortir de cette situation-là, et puis ça va repartir un petit peu. Patatras. En plus, les tensions sociales en Chine, j'ai peur que ça fasse comme en Birmanie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 semaines d'émeutes, on en parlait, puis on n'en parle plus parce que ça a été écrabouillé, parce que là ça va encore être écrabouillé. Enfin, les puissances en jeu sont pas comparables, donc je pense que les gens sont extrêmement amers de cette situation. Ça fait trop longtemps que ça dure. Hein. Là, ce sont des images qui sortent du pays quand même. Oui, mais vous vous rendez compte dans quel état où on était en France avec quelques semaines de confinement. Oui, c'est ça. Mais là-bas, on est quand même maintenant, on est à 2 ans, des 400 millions, c'est ce que disait tout à l'heure Alix dans son truc, 400 millions de personnes qui sont confinées encore. Enfin, c'est une situation qui est aberrante. Et même s'il y avait un vaccin, combien de temps il faut pour vacciner 1 milliard et quelques de personnes et dans ces conditions-là, je vois pas comment ils vont ouvrir. Enfin, c'est extrêmement pénalisant, et c'est là qu'on voit quelque chose qu'on avait vu à une petite échelle avec la Russie, c'est-à-dire que pas mal de sociétés, avec ce qui s'est passé en Russie, où ils ont été obligés de sortir en 15 jours, ils ont été obligés d'accumuler des sorties qui ont été très coûteuses. On voyait quand même déjà depuis un moment des transferts au Vietnam, des transferts en Inde, etc. Bon, les plus gros, on voit Apple n'a pas pu faire ça à cette ampleur-là. Je crois qu'il y a 200 ou 300 000 sur le campus de Foxconn, oui, c'est ça. Hein, c'était jusqu'à 400 000, il y en a encore au moins 200 000. La technicité est quand même importante. Ouais. Donc, c'est un shift aussi du centre de l'économie mondiale. C'est-à-dire que je crois que sur ces 10 dernières années, la Chine est responsable de 30 à 40%. Contributrice de 30 à 40% de la croissance mondiale, oui. Donc tout ça c'est des changements qui sont incrémentaux, ça ne vient pas tout de suite. Et puis le dernier point, et moi ça c'est quelque chose auquel je suis sensible, c'est le ESG là-dedans. C'est-à-dire que ils ne sont pas ridicules du tout, nos amis chinois. Ils font énormément de choses. Là aussi, faites un appel d'offres pour des bus électriques, puis vous allez voir qu'est-ce qui va répondre. Il n'y a que des Chinois qui peuvent répondre. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça où ils sont très en avance, avec des coûts environnementaux qui sont à mesure exactement, mais sur le S et le G, c'est absolument pas achetable. Et puis, je vois, il y a beaucoup d'investisseurs en Europe ou aux États-Unis qui n'achètent pas des entreprises qui sont influencées d'une manière ou d'une autre par l'État. Là, le truc s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'on a vu des segments entiers qui ont été massacrés par des décisions de l'État un peu à l'emporte-pièce, avec encore régulièrement, de temps en temps, il y en a encore un il y a quelques temps qui a disparu pendant quelques semaines pour être rééduqué. Enfin voilà, pour moi,
Alors j'entends quelquefois. Oui, c'est ininvestissable. Pour moi, c'est pas investissable. Oui, tout à fait. Et puis il y a tellement de choses à faire. Si votre client vous oblige pas à investir en Chine, il n'y a pas de raison d'y aller. Et tout ça, oui, non, mais bien sûr. Mais si vous voulez investir sur quelque chose qui est lié à la Chine, faites du luxe, faites pas des actions chinoises. Enfin, bon, oui, mais bon, je suis même étonné parce que l'affaire Foxconn est intéressante. Donc il y a le côté restrictions sanitaires. Il y a eu un bug visiblement. Enfin bon, bref, on a lâché une prime, un chèque de $1 400, je crois. Encore une fois, Apple, je pense, c'est le premier dans l'ordre de Foxconn dans cette huile. C'est pas la première fois qu'il y a des sujets de ce point de vue-là. Ça glisse sur Apple. Alors Apple a baissé cette année, le titre, je parle, mais pas du tout sur des considérations de problèmes de droits sociaux dans les usines chinoises ou autres. Apple n'a jamais été affecté par ça. Mais je sais pas si vous vous rappelez, il y a 24 mois, quand on parlait de la tech, on avait ces sujets ESG sur la tech. Amazon, il y a des problèmes sociaux depuis très longtemps. Tesla aussi, Google sur des thématiques sur les données privées, etc. C'est des mèches très très lentes, mais quand c'est parti, vous redressez pas ça tout de suite, quoi. Donc je mets pas Téléperformance dans le même sac, mais c'est quand même une boîte de tech. Oui, mais c'est quand même une boîte de tech. Oui, mais aujourd'hui, ça a été pricé comme une boîte de tech. Oui, mais vous voyez, par exemple, typiquement Téléperformance, si on peut en parler en 2 secondes, c'est-à-dire que il y a cet accident qui arrive, mais ça fait un moment que les investisseurs ESG sortent. Moi, je me rappelle aussi Orpea. Enfin, on peut en reparler. Il y a des investisseurs ESG qui étaient sortis depuis très longtemps sur ce dossier-là. Pas tous visiblement. Non, pas tous. Non, mais bon, après, enfin voilà. Ces trucs, puis bon, je veux dire, si on ne peut pas donner des leçons sur ce truc-là. Mais oui, c'est les choses plafonnent, se dégradent un peu. Bon, c'est pas très grave. On va s'arranger, machin, etc. Puis à un moment donné, ça se casse et remettre ça dans l'autre sens, ça va être extrêmement compliqué. Comment voulez-vous faire pour que la Chine redevienne investissable sur le plan ESG ? Vous allez voir que Xi Jinping va dire faut changer le mode économique. Bon, je ne sais pas, Charles Michel, il va y aller cette semaine. Président du Conseil européen, il y sera jeudi. Oui, bon courage. Oui, aussi, c'est des travaux de longue haleine. Et vous voyez, c'est des choses qui mettent beaucoup de temps à se dégrader, mais quand c'est dégradé, pour rattraper ça, c'est très très long. Sur la Chine, messieurs, Florian et puis Frédéric, il y a une issue positive possible pour la Chine déjà, et puis pour la macro globale dans son ensemble ou pas ? Si on veut regarder le verre à moitié plein, il y a 2 éléments que je regarderai. Le premier, c'est qu'il y a pas mal de mesures qui sont en train d'être déployées. On ne les voit pas trop, mais la croissance du crédit a repris. La Banque centrale est la seule banque centrale dovish de toutes les grosses banques centrales mondiales. Il y a des efforts qui sont déployés, mais le relais à l'économie et puis le relais à la situation sociale, sanitaire, que je ne commenterai pas, bien sûr, prend du temps. Et la Banque centrale ne peut rien faire contre cette situation sanitaire globale. Ça, c'est une évidence. Le deuxième élément, c'est que c'est aussi un signe, je vois aussi là-dedans un signe qu'il y a une velléité de sortir de cette politique zéro Covid. Maintenant, on parle de politique zéro Covid dynamique. Il commence à faire un petit peu dans le marketing. C'est intéressant, mais disons, la tendance, la direction, en tout cas, est bonne. Si on déconfine aujourd'hui la Chine, plus les aides qui ont été déployées et qui vont encore être déployées, on le verra assez vite dans le prix des matières premières. Pour nous, ça c'est l'un des risques justement dans ce scénario qu'on disait, le risque numérique dont on parlait, dans le premier de ces risques, progression de l'inflation plus importante l'an passé. Là-dedans, il y a un case, il y a un élément qui pourrait dire la Chine se déconfine plus vite pour des raisons peut-être politiques. Il y a une demande, c'est le 2e consommateur de matières premières, en tout cas de pétrole au monde. On le verra dans les prix, et ça va se mélanger évidemment avec les sanctions qu'on tente d'appliquer, la 2e vague de sanctions qu'on tente d'appliquer à la Russie, le price cap, les contraintes sur la production russe et les quotas de l'OPEC. C'est un cocktail détonnant en fin de cycle, parce que c'est là où on en est. On est en fin de cycle. Là, en première intention sur les nouvelles chinoises, le marché des matières premières baisse plutôt. Oui, bien sûr. C'est ça. Oui. Pour le moment. Mais vous dites, il y a un risque de... Alors, je ne sais plus, choc contre choc. Mais c'est-à-dire quoi, après le choc de matières premières pétrolières, on pensait qu'il y a l'idée d'un contre-choc, effectivement, mais ce contre-choc pourrait être à nouveau subir lui-même un nouveau choc de demande cette fois. Souvenons-nous de 2008, on en reparlait précédemment avec Trichet, la montée des prix du pétrole sur la base de la consommation chinoise en fin de cycle. C'est exactement ce qui nous a emmené le pétrole à $140 le baril en 2008, et ensuite la rentrée dans la récession a remis les choses en place assez rapidement avec une descente à 80. Donc c'est des choses qui peut être très volatile. Je ne lirai pas trop dans la baisse du jour sur le marché du pétrole. Frédéric,
sur ces considérations chinoises, ce que ça peut avoir comme impact. Alors pour l'investissement en Chine, si on a envie d'être investi en Chine, et puis pour le reste également, on voit toujours qu'il y a des secteurs en Europe qui réagissent fortement aux nouvelles chinoises. Je crois que le ralentissement chinois de ces derniers trimestres, finalement, nous a plutôt servi, paradoxalement, puisque les investisseurs ne regardent assez peu la croissance, pour l'instant, mais regardent l'inflation. Effectivement, baisse des matières premières et donc un certain contrôle de l'inflation. Pour ce qui est, et puis aussi réallocation aussi, parfois depuis les émergents et la Chine, vers les actions développées. Il y a eu beaucoup de sorties. On a vu même une capitulation à un moment des investisseurs depuis une remontée. Pour nous, les actions chinoises, clairement, il y a un manque de visibilité. Donc on n'a pas envie de prendre une position d'un côté ou de l'autre. Alors vraiment, c'est pas cher. Pour un pays qui a une croissance potentielle extrêmement importante, mais pas de visibilité vraiment sur une politique économique pour nous qui est plutôt favorable, mais qui n'est pas à la mesure des problèmes économiques chinois aujourd'hui, et notamment de l'effondrement de l'immobilier et de la désaffection. C'est-à-dire que les particuliers ne veulent plus acheter aujourd'hui d'immobilier de peur tout simplement de ne pas être livrés, par exemple. Donc voilà, une politique qui est quand même assez timide. Et puis, effectivement, un zéro Covid, on se demande par où on peut passer. On enlève ce zéro Covid, on a une résurgence, un vaccin qui marche peut-être probablement pas très très bien quand même avec les nouveaux variants, et puis un système hospitalier qui est très très bon pour un pays émergent, mais qui n'est pas à la hauteur des pays des pays développés. Il aurait fallu encore un petit peu de temps. Et puis si on continue de fermer, effectivement une économie qui va pas, et puis des problèmes sociaux, alors sur lesquels je suis pas sûr qu'on puisse vraiment extrapoler des choses importantes, mais voilà, en tout cas, ça peut arriver. Donc, on reste en retrait. Tout ça, pour nous, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les actions mondiales. C'est pas très bon quand même pour les actions mondiales, pour les actions européennes, les actions américaines, parce que, ok, on a regardé le bon côté aujourd'hui du côté de l'inflation, mais maintenant, on a quand même une économie qui paraît un petit peu, à plat, qui n'est pas près de remonter, et ça va se voir dans les résultats des entreprises, notamment de certaines entreprises européennes, par exemple, des marques de prestige, du luxe, etc. Et pour conclure, là, en matière d'investissement, tour de table, alors il y a l'horizon tactique peut-être de fin d'année, après ce rebond, où on a compris que vous étiez plutôt prudent maintenant, après 20% de hausse en Europe notamment. Sur l'idée de l'investissement pour 2023, parce qu'on ne va pas passer à nouveau une année en cash, j'imagine. Non, nous on déteste. Je dis ça, j'en sais rien. Mais... Dans le cadre d'un ralentissement économique, aujourd'hui encore, on ne déteste pas, par exemple, les obligations américaines. Il y a quand même des rendements élevés. Oui, de 4,30 à 3. Voilà, donc mais c'est vrai que maintenant, mais en tout cas, ça reste encore plutôt correct. On ne revient pas encore sur le crédit, justement, à cause de ces soucis de récession potentielle, parce que c'est vrai que les spreads de crédit sont aujourd'hui sont très appétissants, en fait. Mais attention, quand il y a une récession, les taux de défaut montent très, très vite. Et ça, là-dessus, on n'a pas assez de visibilité. Alors, on peut aller, donc il n'y a pas énormément de choses qu'on aime pour l'instant, mais on peut aller, par exemple, pour nous, sur les actions japonaises, sur lesquelles l'économie tient quand même mieux aujourd'hui, et notamment grâce à une inflation qui reste assez modérée et une banque centrale qui maintient une politique monétaire aujourd'hui plutôt accommodante, des taux très très bas. Pour encore quelques mois, donc en mars, le Kuroda va être remplacé, mais enfin ils vont probablement pas changer de politique monétaire tout de suite. Il n'y a pas vraiment de raison, surtout si on a un ralentissement mondial, et des valorisations qui sont correctes, des belles entreprises. Donc là, ça peut être intéressant. Ne rigolez pas, Grégoire. Ah non, mais jamais. Je sais que les actions japonaises... Non, mais je suis ravi qu'on parle du Japon. Non, mais il faut vraiment... Non, mais bien sûr. C'est souvent des marchés qui sont oubliés. Alors, c'est pas un marché forcément excellent à très long terme, parce qu'il y a vraiment une démographie qui est très défavorable, et c'est une économie qui est très mature. Mais aujourd'hui, dans le contexte fin 2022 et au moins première moitié de 2023, ça peut être un marché très intéressant. Avec un yen qui a fini peut-être de baisser contre le dollar. Alors, le yen, on le voit pas tellement encore baissé. D'abord, c'est beaucoup une hausse du dollar, notamment. Et si on a cette légère inflexion de la Banque centrale américaine, à laquelle on veut bien croire, à ce moment-là, c'est probablement la fin de la baisse du yen qui est vraiment au plancher. Il faudrait vraiment une grosse dynamique pour continuer de le faire baisser. Florian, considération d'investissement tactique et puis peut-être sur 2023 ? Alors on a pas mal risqué notre portefeuille, on est passé de 70% de cash à aujourd'hui 35-40%.
ce qui est pour nous déjà une marque de remonter un peu d'agressivité. Pour autant, on a de la peine à voir un rallye qui va perdurer. Là-dessus, on est assez d'accord globalement. Au sein de la maison LOIM, on aime bien les bonds. Mes collègues du Fixed Income ont écrit un papier qui s'appelle The Bond is Back, parce que disons qu'il y a le rationnel est assez simple. La duration, c'est plutôt la sensibilité taux, pardon. C'est quelque chose qu'on aime bien en période de récession, et les obligations high grade, donc la partie la moins risquée du crédit aujourd'hui, anticipent déjà une partie des défauts. Disons que sur une période de détention suffisamment longue, c'est à nouveau attractif. Pour l'instant, on n'est pas encore convaincu par les actions, mais on cherche ce qu'on appelle des poches de croissance, donc des sous-secteurs qui peuvent survivre à des périodes d'affaissement de la consommation globale. Et dans nos fonds multi-assets, on a surpondéré un petit peu les actions récemment, mais c'est quelque chose qui est vraiment très lié au sentiment. Pour nous, la vue macro qui guide notre allocation long terme et les niveaux de volatilité ne justifient pas qu'on re-risque aujourd'hui. Et les taux peuvent encore, 3,70 sur le 10 ans américain, on peut baisser encore de manière significative, venant de 4,30, on a vu au plus haut, ou quelque chose comme ça? Le jour où on rentrera dans une récession, oui, pour l'instant, les taux réels virevoltent autour de 1,30, 1,50 sur leur pas de 10 ans. Nous, ça nous va assez bien. C'est ce dont on a besoin pour éponger l'inflation. Alain, conclusion très pour vous. Moi, je raisonne comme un particulier. J'aime bien les fonds obligataires datés. Je trouve que c'est une bonne idée pour les clients privés. Pour revenir dans ce marché obligataire, c'est quand même assez compliqué d'aller choisir des fonds obligataires. Mais là, au moins, les choses sont claires. Généralement, les sociétés qui lancent ça sont des sociétés qui sont outillées pour le problème de crédit, justement, qui est toujours embêtant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire ça sur un fonds 4 lignes. C'est des fonds qui sont quand même assez diversifiés, donc qui permettent d'éviter ce risque de crédit qui est quand même présent. Sur la partie action concentrée sur l'US et la zone euro, concentrée sur la croissance, parce que je crois qu'effectivement, si on dit que les taux vont arrêter de monter, la croissance, il y a de quoi trouver des... Alors attention, de croissance, et pas la croissance à n'importe quel prix. Par contre, moi j'évite tout ce qui est émergent, tout ce qui est dette émergente aussi. Sur les devises, à long terme, j'aime bien le franc suisse et le dollar. Bon, là-dessus, c'est assez clair. Et puis, sur l'immobilier coté, il y a un petit truc à faire, parce qu'ils sont quand même bien fait massacrer. Voilà, ça a perdu 40% en Europe, les foncières. Donc, on se dit... alors là aussi, il faut bien regarder ce qu'ils ont dans le portefeuille. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, pour votre contribution à Planète Marché ce soir. Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet AM, et Florian Yelpo, responsable macro au sein de l'équipe multi-asset de Lombard Odier IM, étaient nos invités en plateau. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver chaque semaine pour développer avec vous ce qui va marquer l'actualité américaine cette semaine, et notamment parmi les faits qui marqueront cette semaine à Washington, en l'occurrence la visite d'Emmanuel Macron qui doit s'envoler demain, je crois, pour les États-Unis, et qui doit rencontrer en milieu de semaine, j'ai vu la date de jeudi 1er décembre, une rencontre officielle avec Joe Biden à la Maison-Blanche pour parler de la politique commerciale des États-Unis, entre autres, j'imagine, Pierre-Yves, puisque Emmanuel Macron et les Européens découvrent que les États-Unis sont protectionnistes. Oui, on se demande un petit peu ce que faisaient les Européens au mois d'août. Peut-être étaient-ils tous à la plage. Parce que c'est au mois d'août qu'a été adoptée cette fameuse loi que les Européens semblent découvrir au mois de novembre, qui a été curieusement baptisée Inflation Reduction Act, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inflation, et qui est la version à minima de la grande loi sociale visant d'abord à augmenter les dépenses sociales, ce qui a été peu le cas parce que les démocrates centristes n'ont pas suivi, et surtout à mettre sur la table d'énormes subventions, d'énormes aides et d'énormes crédits d'impôt pour aider l'économie américaine dans la transition énergétique. Alors, je suis peut-être un peu méchant, mais bon, c'est un peu le rôle du journaliste. Les Européens ont pleuré, non sans raison, parce que les Américains ont tardé à faire des efforts importants en matière de transition énergétique depuis des années. L'Amérique est un pays pétrolier, et puis Donald Trump ne croyait pas vraiment à l'urgence climatique. Et maintenant que les Américains mettent sur la table pas loin de 400 milliards de dollars pour aider l'industrie à créer de nouvelles filières, à rapatrier des chaînes d'approvisionnement, c'est la panique en Europe. C'est la panique en Europe parce qu'on s'aperçoit que l'Union européenne n'a pas les moyens de faire autant aussi rapidement.
Et le président Macron ne manque pas d'arguments pour aller s'adresser à son ami Joe Biden et lui expliquer que les règles du libre-échange et le bon esprit de la coopération transatlantique voudraient que les Américains ne subventionnent pas trop leurs nouvelles filières industrielles parce que c'est une manière de détourner l'investissement mondial et de faire que beaucoup d'investissements en matière de transition énergétique qui auraient pu se faire en Europe se précipitent maintenant vers les États-Unis. C'est une forme de concurrence déloyale par l'incitation fiscale. Je doute que Joe Biden soit sensible à l'ensemble de ces arguments. Mais néanmoins, les Américains, enfin l'administration Biden a compris que c'était quelque chose qui préoccupait beaucoup la France, qui préoccupe énormément d'autres pays au sein de l'Europe, et des échéances très très rapides interviennent qui, l'espère-t-on du côté européen, vont peut-être pousser l'administration Biden à adopter une interprétation, disons, très généreuse à l'égard des Européens, de toutes ces nouvelles dispositions qui sont clairement établies pour favoriser le Made in the USA, l'industriel américain en particulier. C'est le plus urgent. Les crédits d'impôt aux acheteurs de véhicules électriques. Là, à partir du 1er janvier 2023, un premier crédit d'impôt de 3 750 $ sera accordé aux Américains qui achètent des véhicules électriques qui seront soit assemblés aux États-Unis, et puis comme on est généreux avec le Canada et le Mexique qui sont dans la zone de libre-échange, on a inclus ces deux autres pays. En revanche, ça veut dire que tout ce qui viendra du Japon, de Corée du Sud ou d'Europe ne pourra pas profiter de cet avantage fiscal important. C'est une grosse source d'inquiétude pour les industriels de l'automobile en Europe et en Allemagne en particulier, puisque la France n'est pas directement concernée, bien qu'Emmanuel Macron ait décidé de monter au créneau au nom des intérêts européens. Sachant que depuis l'ère Trump, les constructeurs allemands, certains d'entre eux ont quand même anticipé qu'il y avait peut-être un intérêt à être présent industriellement parlant sur place aux États-Unis. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que BMW a sa plus grosse usine mondiale aux États-Unis. En tout cas, il ne manque pas non plus de capacité de production sur le territoire américain. Tout à fait. En gros, la moitié de la production automobile sur le territoire américain émane de marques qui ne sont pas des marques originellement américaines. Nissan, Toyota en particulier, le numéro 1, mais c'est vrai aussi de Honda, c'est vrai de BMW et de Volkswagen, de Nissan. Leurs investissements ont été considérables depuis les années 80 et leurs investissements se sont accélérés au cours des dernières années, et c'est particulièrement mal vécu pour eux de voir qu'en dépit des dizaines de milliards de dollars et des dizaines de milliers d'emplois américains, sous la responsabilité de ces firmes non américaines, l'éligibilité à ce qu'il y a de plus juteux dans les incitations fiscales pour la transition énergétique et pour la création de cette nouvelle filière électrique, eh bien, l'essentiel de ces incitations fiscales, du côté consommateur en tout cas, risque de leur échapper. Il y a un deuxième crédit d'impôt qu'il est moins urgent du point de vue européen de corriger, mais qui sera beaucoup plus compliqué à corriger. Il est également de 3 750 $ et il couvre cette fois-ci l'origine et le contenu des batteries, qui sont bien sûr un élément fondamental dans une automobile électrique. Et là, l'intention du législateur est très clairement d'interdire en gros tout ce qui vient de Chine et accessoirement de Russie et, pour faire bonne mesure, d'Iran. Les seules exceptions à ces principes-là ont été accordées aux pays qui ont des zones de libre-échange avec les États-Unis, comme par hasard. La Corée du Sud et le Japon ont signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais ce n'est pas le cas de l'Union européenne. Donc les Européens seraient doublement pénalisés par ce volet particulier du plan de Joe Biden, baptisé curieusement Inflation Reduction Act. Bon, très intéressant. On verra ce qui ressort effectivement de cette rencontre et de cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis et cette rencontre prévue avec Joe Biden cette semaine à la Maison-Blanche pour la France et pour l'Europe dans son ensemble. Quels sont les gages ou les gestes politiques que Joe Biden pourra faire vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de l'Europe, sans dénaturer évidemment le fondement et la stratégie derrière ce package IRA qui a été passé, vous avez bien fait de le rappeler, au cours du mois d'août, Pierre-Yves. Autre sujet très
très intéressant qu'on peut aborder avec vous aujourd'hui. Pierre-Yves, on parle beaucoup de l'immobilier américain pour dire que la baisse est déjà importante, mais il faut regarder également les bouleversements qui ont été liés sans doute au Covid et à toutes ces conséquences qui sont encore visibles aujourd'hui. Les centres-villes américains sont désertés désormais, vous dites, Pierre-Yves, alors par rapport à la situation qui prévalait avant le Covid, j'entends. C'est assez frappant si vous ne vous êtes pas rendu aux États-Unis depuis 3 ans, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup moins de monde dans le cœur des villes. C'est vrai à Manhattan, mais c'est vrai à Washington, à Philadelphie et à San Francisco. Il y a quelques manières de mesurer cela et de le quantifier de manière assez facile. D'abord, c'est le trafic passager dans les métros et dans les transports en commun. Il manque 40 à 50% du volume antérieur au Covid. Il y a également le taux d'occupation effective des locaux de bureaux qui sont loués, donc, où les locataires payent encore des loyers, mais qui sont pratiquement à moitié vides encore aujourd'hui parce que les Américains se sont habitués au télétravail et n'ont pas repris les habitudes antérieures au Covid. Alors, si on veut affiner un petit peu les choses, on se rend compte que, curieusement, le lundi et le vendredi, il y a encore moins de monde. On est en dessous de 30% dans beaucoup de grandes métropoles américaines de taux d'occupation effectif des bureaux loués, sur une moyenne qui approche 50% dans l'ensemble. Avec des exceptions régionales que j'ai trouvées très intéressantes. Si on prend les 10 plus grandes métropoles américaines, on s'aperçoit que les 3 premières à continuer d'assurer un taux d'occupation effective des bureaux loués sont au Texas, Dallas, Houston, Austin. Pourquoi ? Probablement en grande partie parce que le gouverneur du Texas avait adopté pendant les confinements du Covid une politique extrêmement stricte en refusant, par exemple, que la vaccination soit rendue obligatoire comme condition d'accès au lieu de travail. Donc, comme le Texas a été moins en pointe sur la pratique du télétravail, ses habitudes ont été relativement moins populaires au Texas, de fait, et on sent aujourd'hui au Texas, dans les plus grandes villes en tout cas, que les vieilles habitudes antérieures au Covid sont encore présentes. Il y a deux exceptions qui m'ont frappé aussi. Le taux d'occupation des bureaux loués est supérieur dans les grands cabinets d'avocats par rapport, par exemple, à d'autres sociétés de services comme la comptabilité. Comme quoi, dans les law firms, on continue d'avoir très très peur de la pression que peuvent exercer les associés. Et il y a une autre différence intéressante, elle frappe les générations. On s'aperçoit que la génération de plus de 50 ans est largement revenue travailler dans son bureau, alors que la génération des moins de 30 ans continue de privilégier le télétravail. Alors tout cela a des conséquences énormes sur les restaurants et les autres commerces qui dépendaient de la forte fréquentation des centres-villes, des conséquences, on vient de le dire, sur l'équilibre financier des métros et des trains de banlieue, et bien sûr pose des problèmes sur ce qu'un employeur doit faire en matière de location de bureaux. Est-il temps de résilier le bail ? Et cela se produit de plus en plus, par exemple à New York, où maintenant de plus en plus de grandes sociétés, en particulier dans la technologie, ont décidé de réduire leur empreinte et de louer moins de bureaux et cherchent des sous-locataires pour réduire leur empreinte. C'est quelque chose qui va clairement avoir un impact sur le secteur immobilier commercial aux États-Unis, où maintenant le taux d'occupation des bureaux, alors là on ne parle plus des bureaux loués, est tombé à 19% en moyenne nationale. Il était à 90% avant la crise du Covid. Quel bouleversement, hein. Derrière la baisse des prix, il y a bien tous ces bouleversements dans la consommation d'immobilier, je vais le dire comme ça, qui se matérialise plus de 2 ans maintenant après la grande crise sanitaire. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous en direct, correspondant américain chaque lundi avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse à 17h45, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et que vous retrouvez évidemment en replay chaque jour sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct. Smart Bourse vous
vous a été présenté par Tikeo Capital.